À suivre dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs, témoignage pathétique. Vous allez comprendre, on parle de Macambo ce matin, mesdames et messieurs. Sa cousine nous rejoindra dans cette émission, Madame Soirée Lucie Bamba. Elle va prendre la parole sur nous ce matin. Et puis, en prélude donc de ce procès, nous allons écouter Maître Pépé Antoine Lamade, avocat de Dadis, Kéamou Bogola Abba, président de FNBT. Tous les deux seront, tous les trois donc seront dans l'émission ce matin, dans cette chronique tout simplement. Allez, on parle de secteur de la pêche maritime, Jacques Léo-Aleno. 3 sociétés de pêche hors la loi. Je pose la question. Oui, c'est une question qu'on se pose et ce n'est pas quelque chose de caché puisque le ministère de la Pêche et de l'économie maritime avait dépêché une mission d'enquête sur le terrain. Après, bien entendu, toutes les remarques qui ont souvent été faites par les journalistes sur ce qui se passerait en mer, parfois des accidents ou, si vous voulez bien, des retours d'informations qui ne sont pas souvent corrects. La mission avait donc deux objectifs. C'était de vérifier d'abord est-ce que les sociétés de pêche qui évoluent dans notre pays respectent le contenu local. Et puis l'autre question, c'était pour vérifier si ces sociétés, les bateaux qu'elles disposent, respectent, n'est-ce pas, les conditions sécuritaires et les conditions sanitaires. Il y a donc 3 sociétés qui ont été concernées par cette enquête. Il y a quelques constats qui ont été faits. Si vous permettez, puisque ce sont des courriers officiels, que je revienne sur quelques constats faits par la mission. D'abord, pour la société Sabari Pêche Sarl, la majeure partie des marins pêcheurs embarqués sur les 3 navires de pêche industrielle, Funjuanju 361, 362, 363, alignés par Sabari Pêche au cours du 2e trimestre de la campagne 2022, ne détiennent pas de contrat de travail. Donc, premier constat. Et puis, ces 3 navires de la société Sabari Pêche sont hors normes d'hygiène. Tous les marins pêcheurs à bord des 3 navires vivent dans des conditions exécrables, notamment problèmes d'hébergement, d'alimentation, où on parle d'un à 2 repas par jour, une cuisine qui est installée dans des conditions des moins acceptables. Il y a également la question du contenu local qui est relevée là à l'intérieur. Donc d'abord sur les conditions là, je parlais donc d'hébergement, d'alimentation, mais en tout cas de sécurité aussi, manque de matériel d'équipement approprié, dont entre autres chaussures de sécurité, gants, bottes, combinaisons imperméables, tenues de travail, gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage, donc tous les éléments qui peuvent aider, n'est-ce pas, le pêcheur à être en sécurité en mer ne sont pas à la disposition de ces navires. En tout cas, tous les navires qui sont à la disposition de Sabari. Ensuite, des conditions de santé, manque de trousses à médicaments, d'agents de santé, de prise en charge médicale. Et puis, avec des salaires quand même minables, 2 100 000 francs guinéens, estimés non proportionnels au travail qui est effectué. Pas d'assurance sociale, pas de repos. Et puis, le mauvais traitement des marins pêcheurs par les Chinois durant la marée. L'autre question, c'est bien entendu les Chinois eux-mêmes qui évoluent sur ces navires-là. 20 Chinois, soit 7 pour le premier, 6 pour le second et 7 pour le troisième, déclarés sur les listes des 3 navires de la société Sabari Pêche, ne détiennent pas tous les documents. Les documents, si vous voulez, sont bien entendu, puisque ce sont des étrangers, ils doivent avoir des documents auprès de l'État guinéen. Donc des titres de séjour. Des titres de séjour. Les documents ne sont pas en bon et due forme. Non, pas forcément, mais il y a le permis de travail qui est obligatoire. Oui, le permis de travail est obligatoire. Le travail qu'il fait a des équivalents en Guinée et que des Guinéens ont les mêmes qualifications qu'eux. C'est obligatoire. Et puis vous avez la société Sony Pêche. Sony Pêche. Encore Oui, Sony Pêche se retrouve également dans la même situation, qui dispose aussi de 3 navires, Bokeh, Bofa et Koubia. Ce sont les noms des navires. Les 3 navires donc visités ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale et ne détiennent pas de contrat de travail fait dans la régularité de fond et de forme.
ce qui est en violation d'une des dispositions du Code du travail, notamment en son article 132 alinéa 8. Et puis la non-implication de la direction générale de Sonipêche dans le processus de transfert d'expertise en faveur des Guinéens par le système de tutorat auprès des techniciens étrangers. Cela permettrait de réduire substantiellement le nombre de travailleurs étrangers. Aujourd'hui, le nombre de travailleurs étrangers est de 75 soit 25 par navire, embarqués à bord des navires Bokeh, Bofa et Koubia. Aucun marin pêcheur ne dispose d'un certificat médical délivré par un médecin attestant son aptitude à faire, n'est-ce pas, ce travail-là. C'est qui est encore une violation d'une des dispositions du Code du travail. Donc ça, c'est pour ce qui concerne Sonipêche. Ensuite, la troisième société, c'est Perform Afrique Sarl. Là également, il y a 13 navires de pêche qui ont été concernés par cette enquête. Et il a été constaté que il y a, si vous voulez, les conditions d'hygiène, donc les mêmes conditions qui reviennent, où on parle d'animaux domestiques qui sont même dans des bateaux. Ensuite, la plupart des marins pêcheurs embarqués par ces 13 navires ne détiennent pas de contrat de travail. Donc vous voyez d'une certaine façon la même chose qui revient. Et la majeure partie de ces marins sont étrangers. C'est surtout à ce niveau que la question du contenu local a été beaucoup évoquée. Pour un effectif global de 251 marins pêcheurs, seulement 88 marins pêcheurs sont guinéens, soit 35,05% contre 163 marins pêcheurs étrangers, soit 64,94%, dont 160 Sierra-Léonais, 3 Ghanéens, d'où le non-respect des textes réglementaires conformément aux dispositions des mesures spéciales en lien avec le Code du travail. Ce que le ministère des Pêches demande finalement à ces 3 sociétés, c'est d'apporter des corrections d'ici le 31 décembre 2022, faute de quoi, bien évidemment, des mesures seraient prises contre les différentes sociétés. Je pense que ce type de travail qui est fait apporte un peu une réponse à de nombreuses critiques qui ont souvent été formulées. Vous avez souvent entendu des citoyens de Kaloum qui se plaignent, qui disent il y a leurs enfants qui partent à mer et qui généralement ne reviennent plus. Et puis la question du contenu local, on pensait souvent que c'est seulement dans les sociétés minières qu'on doit l'exiger, mais également dans des sociétés de pêche comme celle-là. Si on sait combien de fois nos populations sont très liées à cette activité-là, le fait tout simplement de réserver, n'est-ce pas, la pêche artisanale aux locaux ne favorise pas l'insertion professionnelle, ne permet pas le transfert de compétences. Parce que si vous avez un petit nombre comme ça qui va souvent pour des activités qui ne sont pas très techniques, mais s'ils ne sont pas aussi en nombre, ça veut dire tout simplement que pour ceux qui rapportent suffisamment d'argent à la Guinée ou alors ce qui rapporte de l'argent ailleurs, nos Guinéens, ils ne participent pas. Vous avez toujours des étrangers qui sont là. Il y a d'autres questions qui sont derrière, notamment l'approvisionnement du marché local par ces sociétés-là, parce que quand la pêche se fait, il y a du poisson qui quitte la Guinée et qui approvisionne les marchés d'ailleurs. Nous, c'est seulement souvent la pêche artisanale là qui participe à la consommation. Notamment du côté d'Abondi. Mais que cela nous tienne aussi, parce que c'est bien d'adresser, je veux dire, des courriers comme ça à ces sociétés. Mais déjà que le ministère, qu'on puisse peut-être s'interroger, se poser des questions, parce que je connais des personnes au ministère de la Pêche, peut-être que ces personnes-là ne sont plus là-bas, mais qui détiennent quand même des sociétés de pêche. Oui, mais il y a beaucoup, qui est dramatique. Il y a beaucoup d'implications. En tout cas, ça avait été dénoncé par le passé. Je ne sais pas si ça continue encore. Ça continue, évidemment. Mais encore une fois, si les gens détiennent des sociétés de pêche, alors ils sont ministère de la Pêche. Il y a les grandes gueules. Surtout, il y a certains qui se cachent derrière d'autres. Mais c'est ce que les prête-noms. Parce que, voilà, les prête-noms. C'est difficile donc de comprendre qui effectivement détient quoi. C'est pas difficile. C'est qu'on a dit, c'est la transition. Ah, mais non, j'ai dit, s'il y a des prête-noms, parfois, c'est un processus. Même Kassouri a reconnu à la RTG qu'il a des sociétés de pêche, mais qu'il utilise des prête-noms. Ah, ben voilà. Lui qui a été Premier ministre
existe. Oui, il a dit. La vidéo, elle existe. Il a dit à la RTV. Quand on lui a demandé est-ce que son train de vie, il a dit non, qu'il est dans la pêche et tout ça, mais qu'il utilise des prête-noms. Et ça fait d'ailleurs partie des éléments malheureusement à charge pour lui aujourd'hui. Alors vous imaginez combien de personnalités en Guinée, vous voyez dans le quartier, ils ont un très beau train de vie, mais vous ne voyez rien autour d'eux, ils n'ont pas d'activité, mais en réalité, la pêche, attention, à la pêche, là-bas, même des gamins, c'est en dollars et vous payez. Hein. Évidemment. Les gens n'en parlent pas, mais c'est une mine là-bas. Il n'y a pas beaucoup de bruit là-bas. C'est pas pour rien que celui qui gérait les licences, là-bas, c'était quand même le Guntrou, l'ancien roi de Guinée, le professeur Alpha Condé. C'est lui-même finalement qui avait mis la main sur les licences et il les gérait à partir de son bureau. C'est ça, ça veut tout dire. De sa chambre même, voilà. Mais oui, bien sûr. Il faut le rappeler. Allez, mon cher Diba, parce qu'on voit un peu Bobodi du côté de Kaloum. Voilà, je veux dire. Il s'est calmé, hein. Il s'est calmé. S'il vous plaît. Bobodi aujourd'hui, ce n'est plus celui qu'on a connu. Je pense qu'il a compris que les régimes se succèdent, les acteurs changent et les intérêts changent aussi. Ce n'est plus Alpha Condé au pouvoir, donc il a compris qu'il fallait faire profil bas. Maintenant, pour revenir à la question, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, moi je n'ai rien contre que des Guinéens aient des licences. Si en fait c'est fait de façon licite, moi j'encourage cela. Parce qu'on a reçu une fois ici un invité qui nous a dit aujourd'hui pour avoir une licence en Guinée, si vous êtes Guinéen, on vous met les bâtons dans les roues. Parce que tout simplement le secteur aujourd'hui est tenu par des Libanais. Je n'ai rien, je ne suis pas... Évidemment, non, pas du tout. Justement, c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. Aujourd'hui, on empêche même des locaux d'avoir des licences. Exact. D'où la question du transfert de compétences. Parce que ces sociétés-là, aujourd'hui, par exemple, Sony Pêche, vous avez 75% du personnel qui est étranger. Alors que dans les conventions, c'est prévu d'aller vers le transfert de la technologie. Il y a un tutorat normalement qui doit être fait. Et donc, malheureusement, les Guinéens, on ne leur transfère pas la compétence. Ces sociétés restent sur place. Sous-sectoré, par exemple, c'était l'État, mais en synergie avec des locaux. Mais finalement, on a cassé un peu ce monopole-là. Ce sont les étrangers aujourd'hui qui pêchent dans nos eaux et qui prennent ces poissons pour les amener ailleurs. Vous avez, par exemple, on a un plateau continental qui est différent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Nous avons des eaux qui sont très riches en poissons. Même les eaux travaillées dans nos eaux, parfois illégalement et pêchées. Même si aujourd'hui, il y a un dispositif qui est mis en place pour empêcher cela, ça veut dire qu'en Guinée, on ne profite pas un peu de cet avantage-là. Les Guinéens, aujourd'hui, n'ont pas la chance d'être des acteurs majeurs dans la pêche en Guinée. C'est détenu par des Libanais. Même le frigo, qui est aujourd'hui au niveau du port, ça n'appartient plus à la Guinée. Pourtant, c'était un patrimoine national. Mais rien ça a été privatisé. Justement, ça a été privatisé et aujourd'hui, c'est détenu par des Libanais. Donc, je pense que cette dynamique qui est lancée, c'est bon de revoir un peu ceux qui, parce qu'il y a des travailleurs qui aujourd'hui n'ont pas une prise en charge sanitaire. C'est dit dans n'oublions quand même pas que la plupart de ces Libanais sont des binationaux. Oui, mais c'est important. Sauf que c'est une idée sur le plan légal, on ne peut pas en faire un problème en fait. Oui, le problème c'est au niveau des travailleurs étrangers. Ça, on va le toucher après. Les Libanais, ça dépend, on peut en parler. Ça dépend, il faut relativiser. La mine aujourd'hui, le véritable problème, c'est à ce niveau. Parce qu'on a fermé la porte aux Guinéens. Et c'est une réalité. Allez-y rencontrer tous les anciens qui étaient dans la pêche. Aujourd'hui, ils ont quitté. Les Guinéens, ils ont quitté. Parce qu'on vous dit, dès que vous commencez à sortir la tête de l'eau, on appelle telle personne pour dire, ah, il y a un Guinéen qui commence à nous déranger. On te tape. C'est vrai. Ça a été fait sur Alpha Condé. Rarement, en fait, ils étaient de pêche guinéenne de 20 ans. Justement, prospérer aujourd'hui. C'est parce que c'est devenu... Oui, a duré, mais aujourd'hui, justement, voilà, c'est là depuis. Aujourd'hui, dès que vous commencez à déranger, eh bien, on vous sort du trio. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut continuer cette étude, mais il ne faut pas se limiter là. C'est bon de faire de telles choses, mais on connaît ce pays. Après les pots de vent, automatiquement, on va se rétracter. Parce que si on vous dit que les travailleurs ne sont pas enregistrés à la Caisse nationale de sécurité sociale, donc il n'y a pas de cotisation. Après ce travail, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas de prise en charge sanitaire, ça c'est, je pense que et les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est des conditions insalubres. C'est un secteur où il y a de l'insécurité. Vous êtes en haute mer. Souvent, avec les menaces, les gens ne sont pas en sécurité. Vous vous souvenez, il y a un corps, un Guinéen qui avait trouvé la mort en haute mer. Et finalement, la famille avait fait des recherches. Je pense qu'on prend assez de risques en se lançant dans un tel secteur. Mais il faut que l'État joue pleinement son rôle
et d'un côté qu'on ouvre les Guinéens. Je suis d'accord qu'il faut accepter des étrangers. On n'est pas fermé, c'est pas en fait ce nationalisme creux. Mais une fois encore, il faut accepter que les Guinéens puissent aussi s'illustrer dans tel secteur. C'est valable pour tous les secteurs. Le secteur bancaire, dans la téléphonie, on a dit il faut l'ouvrir aux nationaux, c'est pas important. Maintenant, c'est les trafics qui sont là. Il y a beaucoup d'argent qui coule. Moi, je connais même un voisin qui travaille dans ce département, qui a une licence à la pêche. Ça, c'est une réalité, c'est connu de tout le monde. Depuis des années, on voit des gens aujourd'hui qui ont des sociétés, qui amènent des poissons à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout simplement, il y a des ramifications qui sont là. Je pense que le président qui vient de mettre en place une unité, je pense un office qui a été créé tout récemment, sous la tutelle de Madame la ministre des Pêches. Je pense que ça peut venir en appoint au CNRS qui aussi fait un travail remarquable dans ce sens. Allez-y, Mohamed Mara. Moi, je veux soulever 3 problèmes. Le premier, c'est la question du contrôle de qualité. Parce que tout ce que vous avez dit, j'ai suivi bien la lecture, le poisson est pêché et traité dans des conditions insalubres. C'est expliqué là-dedans. Ça veut dire qu'il y a pas mal de maladies que les populations développent, justement, parce que déjà, sous nos yeux, le poisson est pêché dans des conditions totalement impropres. Et attention, la cuisson ne suffit pas toujours. Sinon, ces mêmes poissons-là, on ne les interdirait pas en Europe et dans beaucoup d'autres pays. Si vous voyez que parfois, dans ces pays-là, le contrôle qualité tombe et prend des cargaisons et les détruit, ça veut dire qu'il y a ces types de germes qui vont passer. Ça, je me demande comment ça se fait. Parce qu'il y a un gros problème actuellement en Guinée au niveau des contrôles qualité. On connaît tous l'office, justement, de contrôle qualité qui est logé au ministère du Commerce. Mais sachez aussi que même le ministère de la Pêche a aussi un institut de contrôle qualité, et notamment des produits halieutiques et tout. Donc c'est éclaté. Le ministère également de l'élevage a aussi un centre comme ça. Mais quand vous allez au ministère de la Pêche, c'est une section. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien. Mais à la base, le contrôle qualité, ça veut dire qu'il n'est pas effectué. Alors que normalement, on ne prévient même pas des gens qu'on vient inspecter les produits. Donc il y a ce problème qui est soulevé à partir de là. Le second problème, à mon avis, c'est au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. On est en train là de taper sur le secteur de la pêche. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire une chose, c'est une des sources de nem-nem dans ce département. Surtout à la caisse de sécurité sociale. Je vous le dis. Vous savez d'ailleurs qu'il y a un dossier maintenant à la CRIEF. Après audit au niveau de la caisse de sécurité sociale, justement, ça fait partie des milliers de milliards de francs guinéens qui s'en vont. Mais croyez-moi, les gens ne déclarent pas parce qu'ils bénéficient souvent de couverture à la caisse de sécurité sociale. C'est un deal. C'est un deal. Donc, et tout le monde est perdant. Parce que l'État perd de l'argent. Le travailleur qui n'est pas cotisé perd sa sécurité, à la fois sa sécurité sociale immédiate, mais même sa retraite. Et à la fin, au bout du bout, on vole même de l'argent de l'employeur. Parce qu'attention, de l'employé. Parce que l'employé, lui, il ne le sait pas, mais on le prélève 5% de son salaire. Donc, il ne l'a pas dans sa poche et il ne va pas dans les caisses de l'État. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau. Je vois que sur 3 bateaux de pêche, il y a 75 travailleurs étrangers. Je parie que la plupart sont des Chinois, des Coréens, peut-être des Thaïlandais ou des Vietnamiens. Ça pose problème. Ouvrez le code du travail à l'article 131 et suivant. Vous allez voir que pour employer un étranger en Guinée, quelqu'un qui n'est pas de la zone CEDEAO, c'est la croix et la bannière, justement. Je vous lis juste quelques conditions. 1, il faut présenter un extrait de casier judiciaire de l'employé datant de moins de 3 mois. 2, un certificat de nationalité. 3, un certificat médical datant de moins de 3 mois. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils n'en ont même pas. Alors, 4, des copies légalisées des diplômes et des certificats de travail. J'imagine qu'il n'y en a pas. 5, des curriculum vitae. 6, 2 photos d'identité. 7, ça veut dire qu'on doit pouvoir identifier ces employés-là. 7, un plan d'africanisation du poste qui sera occupé par le travailleur étranger. Vous ne l'embauchez pas avant d'avoir présenté ce plan d'africanisation de son poste à terme. Mais il y a également... Qu'est-ce que vous appelez plan d'africanisation? Non, c'est qu'on prend des étrangers lorsque à ce poste, vous n'avez pas les techniciens africains. Oui. Okay. Et en fait, si vous voulez, Guinéens... Non.
pas nationaux seulement. Non. Légalement, c'est pourquoi j'ai cité la CEDEAO. Légalement, nationaux et ressortissants de la communauté de la CEDEAO. Préférablement, je répète. Oui, préférablement. Parce que ça m'est arrivé. Préférablement. Nationaux. Vous savez, c'est là le principe. Si tu permets, justement, Lamine, je suis bien d'accord. Le principe, c'est d'abord la préférence nationale. Absolument. Et même au niveau de la CEDEAO. Oui. Aujourd'hui, on a dit, tu peux aller travailler en Côte d'Ivoire comme si tu étais en Guinée. Mais dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, non. Moi, on a failli me renvoyer. Oui, au Niger. Exactement, on a failli me renvoyer. Il fallait que l'avocat de l'institution se lève et qu'il aille rencontrer le juge du travail, qu'il travaille là-dessus, avant, sur base de dossier, qu'on dise, bon, lui, il peut alors, rester. j'aime le Niger. Et donc, c'est important. Alors, j'aime le Niger. Alors, j'aime le Niger. Mais je vais plus loin. Vous allez avoir des surprises. Il faudrait notamment, j'ai pris quelques dispositions. Il faudrait, par exemple, que la durée du contrat de travail conclu, d'accord, avec l'étranger n'excède pas 4 ans, y compris renouvellement. C'est-à-dire que même si on renouvelait le contrat, son séjour avec ce permis de travail ne pourrait pas excéder 4 ans. Donc, à moins que le monsieur, entre-temps, ne bénéficie d'une procédure de naturalisation en Guinée, mais après 4 ans maximum, y compris renouvellement, il ne peut plus travailler. Dites-moi. Vous connaissez des gens. Et la naturalisation régulièrement, tu vois le nombre d'années que ça prend. Non, c'est pas. Non, la naturalisation, c'est pas le certificat de nationalité que toi et moi pouvons prendre au greffe de notre tribunal compétent. Parce que ça, nous sommes des nationaux. Mais ceux dont on parle, le process, il se termine par un décret du chef de l'État. Exactement. Oui. C'est long. C'est lourd. On me parlait de 10 ans en moyenne. 10 ans en moyenne, justement. Bon, ça dépend. Il y a le processus normal. Non, ça dépend. Il y a des réaménagements. Si vous êtes marié à une Guinéenne, et ainsi de suite. Ou parfois pour service rendu à la nation, exceptionnellement, on peut même vous donner un passeport guinéen. Alors, je vous donne là quelques conditions. Mais c'est vraiment encadré pour les travailleurs étrangers. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aller sur la mer guinéenne ne nous appartient plus. Tout le monde voit les mines, hein? Mais ce qui se passe sur la mer, c'est autre chose. Quand vous êtes président en Guinée, vous êtes président, vous êtes alpha et oméga sur la terre. La mer n'est pas à vous. Je vous donnais l'autre jour un exemple. Même la radio, côté port là, côté frontière là, on me dit que c'est pour les Turcs. Ça ne vous dit rien. Une partie du port, on me dit que non, c'est pour des Chinois ou c'est pour des Russes. Ça ne vous dit rien. Et attention, des gens meurent en mer ici. Il arrive, c'est très rare parfois que la presse lève le lièvre. Et lorsqu'il y a des morts, on ne voit jamais rien. Vous vous rappelez la mort de ce jeune lieutenant, juste au port autonome de Conakry? Vous vous souvenez? On nous a fait la lumière là-dessus? Non, pas du tout. Il y a même eu des témoignages. Ce qui se passe, je vais vous donner un dernier exemple. Je vous donne un dernier exemple, Lamine. La propagation du... Même récemment, il y a eu des cas de mort. Mais bon, c'est le même total, on n'en parle pas. En fait, vous savez quand est-ce qu'on en parle? Dangereux. Vous savez quand est-ce qu'on en parle? C'est lorsque la mer ramène des corps sur les berges, notamment à Bofa, Koba, ainsi de suite. Là, les populations découvrent. Sinon, généralement, on n'en parle pas. La mer côté Guinée, c'est un cimetière. C'est en réalité qui ne dévoile jamais ses corps, malheureusement. Je vais terminer par cet exemple. Vous vous rappelez lorsque la Covid-21 faisait ravage en Guinée? On ne l'a pas suffisamment dit, mais une des raisons de l'explosion de cette maladie. Vous savez que c'était des bateaux de pêche avec des groupes de Chinois et plutôt un bateau minier. Ça a explosé à bord avec des Chinois. Et du côté de Bofa, mais ces gens-là, on les a mis dans une sorte de serre de closer. Mais malheureusement, c'est sorti. Et ça s'est propagé à l'intérieur du pays. Alors, lorsque le travailleur étranger n'est pas identifié, ça pose un problème. D'abord, en termes de fiscalité, l'État perd de l'argent. Ça amène des problèmes de sécurité. Vous ne savez pas, ça peut être un repris de justice dans un autre pays. Ça peut être un grand criminel, un grand bandit ailleurs. Il peut se livrer à la traite des personnes. Il peut se livrer au commerce des organes humains. Il peut se prêter au trafic de drogue, à toutes sortes de trafic. Mais on ne sait pas. Surtout, on vous cherche des délinquants ou des criminels, alors que nous-mêmes, les bateaux en sont remplis et les motels en ville, les hôtels en ville, mais écupent de ces gens-là, sans jouer les problèmes de mœurs que ça pose. Le cas de Solid Pêche, par exemple, le patron, il a été épinglé récemment par les États-Unis. Vous vous rappelez? Souvent. Voilà. Allez-y, mon cher. Ah oui, il s'en est défendu, mais... Oui, mais bon, on sait bien. Alors, vous voyez bien qu'il s'agit d'une problématique tellement vaste. En écoutant Jacques, Diba, puis Mara, on a oscillé entre
santé et sécurité au travail, les questions d'assurance qualité. Aujourd'hui, on parle carrément du droit de travail en ce moment précis. Ce que je veux dire, j'aime bien cet exemple. Moi, je demande un certificat de résidence. On me dit, tu vas à la cour d'appel de Niamey. Arrivé là-bas, on me dit, il faut savoir si tu as déjà été condamné dans ton pays. J'appelle ici pour demander un casier judiciaire. Quand je l'obtiens, d'abord à la gendarmerie, ensuite à la cour d'appel. Et c'est là qu'on me délivre mon certificat de résidence. Ah, pardon. Résidence. Pas de nationalité. Mon certificat de résidence. Vous savez comment ça fonctionne, non? Nous, c'est simple. Tu vas chez le chef de quartier, tous ses enfants connaissent où c'est déposé. Mais tu ne vas pas t'envoyer un enfant? Oui, tu arrives. Tu dis, tu veux combien? Il te demande, tu veux combien de certificats? En fait, 10. Donnez-moi 10. Aujourd'hui, ça a monté. C'est maintenant 10 000. Voilà. Donc, on te demande le nombre. Mais c'est vierge, cacheté, mais voilà, c'est déjà cacheté. Sans date, tu peux sans date, c'est d'accord. Après, mets ce que tu veux. Si tu veux dire que tu es américain, il n'y a pas de problème. Mais si tu as le droit d'obtenir quelque chose comme ça. Et vous savez, c'est tellement lié. Il y a ces petites unités dans les quartiers. Et au niveau du ministère de la Sécurité, il y a la direction de la surveillance du territoire. Cette direction doit être une direction surpuissante. Absolument. Et c'est important d'avoir si vous voulez, c'est important d'avoir cette efficacité au niveau national, donc la direction de la surveillance du territoire, et qui travaille notamment sur les questions de travail. Et ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, le permis de travail, le minimum pour les expatriés, le minimum à payer par an, c'est $1000. Le minimum par expatrié par an. Oui, c'est $1000. Justement, bon, je n'ai pas continué la lecture, mais c'est cela. Voilà, aujourd'hui, et ça dépend encore du niveau, hein. Ça dépend parce que ça peut aller jusqu'à 10 000. Donc aujourd'hui, c'est géré par qui? C'est bien par l'AGIP. Parce que c'est le ministère de la fonction publique et du travail qui délègue donc cette prérogative-là à l'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, qui gère cela. C'est une grosse manne financière, justement, qui part parfois en déperdition. C'est pourquoi vous n'êtes pas surpris quand on fait les choses avec beaucoup de légèreté. Tu peux voir un Chinois, il dit qu'il est guinéen. Il est guinéen comme toi, il est chinois. Son nom, c'est Jean Bungfu. Mais il a la même nationalité. Mais souvent, il a un enfant en ville. Mais bon, souvent, il a un enfant en ville qui s'appelle Bafodé. Je me souviens de son nom. Bafodé Et là, on nous parle d'un Indonésien qui est actuellement à la maison centrale. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il est là-bas? Il a égorgé un Coréen dans un bateau. Ah, d'accord. Donc, alors, on va. Je vais terminer. C'est de la folie, quoi. Il faut pas la criminalité. Bah oui. Laisse-moi terminer. Tu vas aller pour avec nous. Un Chinois Bafodé. Xi Jinping, Bafodé Xi Jinping. Non, comme ça. Non, mais plus sérieusement, en parlant justement de... Parce que là, on parlait de sécurité, notre mer ne nous appartient plus. Il y a un dossier scandaleux sur lequel on ne revient pas. Il est plus vieux que nous, enfin, en parlant de notre histoire dans les studios. Bien. Mais, Lamine, sais-tu qu'une base de la marine nationale est justement reprise aujourd'hui par un acteur de la pêche. Il y a mis ses entrepôts. Bah oui. C'est qui? Un domaine réservé. Pêche. Non, il n'y a pas de nom à dire. Comment ça, il n'y a pas de nom à dire? Moi, j'ai pas dit de nom. Là, nous, on ne peut pas dire. Moi, j'ai pas dit de nom. Quand même, on est peut-être... Face à certains sujets, il ne faut pas nous pousser. Non, mais je le répète. Je le répète solennellement. Non, je le répète solennellement. Oui. Je n'ai dit aucun nom. Maintenant, revenons là-dessus. Ça serait Sony de pêche. D'accord. Tu m'apprends des choses, Lamine. On va vérifier ça. Voilà. On va vérifier ça. Donc, justement, comment vous comprenez que c'est quand même dans un pays toute la légèreté qu'on a pu vivre. C'est-à-dire que ce qui doit protéger la nation entière, parce que c'est là aussi l'autre souci que l'on a. Aujourd'hui, c'est une petite unité au niveau du port autonome de Conakry qui est réservée à l'intérieur de ce conglomérat d'États qui gère notre port national. C'est une petite parcelle qui est réservée justement à la marine nationale. Comment tu vas sécuriser tout ce périmètre alors qu'une base
dédié à la Marine nationale a tout simplement été cédé à un promoteur de pêche. Je vois. Vous voyez bien ce qu'il a fait. Et ça a d'ailleurs causé la fureur, si tu veux, d'un grand monsieur aujourd'hui à la tête de l'État. Donc je veux non aussi. Donc je veux qu'on y est. Moi je respecte les noms dits des gens et je veux simplement avancer. Deuxième chose que je veux souligner. Et ça, c'est en lien avec ce que Jacques nous a présenté. On peut faire des communications comme ça. Mais en fait, je me demande si derrière, il y a des mesures claires qui sont prises. Ce qu'il a énoncé ici est suffisamment grave pour réquisitionner, par exemple, ces appareils. Et suspendre les licences. C'est suffisamment grave pour qu'on accepte cela. Mais bon, c'est l'État même qui se met à dénoncer là où il aurait dû agir. Oui. Il se met à notre place, nous journalistes, dont le seul pouvoir, c'est celui du regard, de la critique, de la dénonciation. Et on se retrouve... Je disais que c'est plutôt un travail d'identification d'abord. Ce que j'essaie de souligner, c'est que ce n'est pas nouveau, ce type de plainte au niveau du ministère. Et tu vas voir pourquoi je le dis. Ouais. Il y a quelque temps, comment on appelle ça? Il y a Assimi Soirée qui revient justement pour confirmer une partie de mon propos, qui est DGA de l'AGIP. Le permis est justement fixe et il est de $1000 par expatrié et par an. C'est Assimi Soirée, DGA de l'AGIP qui réagit. Et donc, il y a une deuxième chose. Tu sais, il y a quelques jours, j'étais en train de poursuivre un dossier. Au niveau du ministère de la Pêche, vous serez certainement surpris de ne pas en avoir entendu parler. Parce que j'ai pas vu ça sur un site, j'ai pas entendu ça dans une radio, c'est passé comme ça. Pourquoi? 30 milliards, j'apprenais, on me parlait de 30 milliards, justement un scandale qui impliquait plusieurs acteurs. Pour un montant de 30 milliards, le rapport aurait été versé au département sans qu'on en entende davantage. Malgré les efforts auprès de mes informateurs pour que je puisse accéder à cela, c'est ce qui fait que je ne peux pas en parler. Que le vérificateur général va finalement affirmer ce qu'il en est. Mais vous faites ci, il faut voir tel. Finalement, on n'en entend pas parler et ça aurait dû, ce rapport-là aurait dû générer des décisions très claires. Ce que ça m'inspire ce matin, c'est de dire que peut-être qu'il faut revoir au niveau de la pêche qu'il n'y ait pas de ministre qui dure là-bas. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient, il fait quelques temps et puis il part. Ouais. Mais dès que tu vas passer plus de temps là-bas, petit à petit on t'absorbe, on t'avale, parce que ce que l'on ne dit pas, c'est que la pêche rapporte plus que la drogue. Évidemment. C'est beaucoup plus enrichissant que la drogue, l'argent qu'il y a dedans. C'est ce qui m'amène quand même à m'étonner. Nous avons un grand potentiel halieutique en Guinée. Nous fournissons pas mal de marchés de la sous-région qui, eux, se retrouvent dans une situation de stabilité en termes d'approvisionnement de leur marché. C'est par exemple le Ghana, c'est par exemple la Côte d'Ivoire. Notre plateau ici, c'est un technicien de la pêche qui me l'explique, notre plateau ici est un plateau assez prolifique pour ces espèces halieutiques qui, malheureusement, je veux terminer là-dessus. Continue, dans le temps. Donc, notre plateau ici est donc notre plateau halieutique, semble-t-il, est très florissant en termes de production de ces espèces-là. Et qu'il serait sans commune mesure dans la sous-région. Comment vous comprenez que la Côte d'Ivoire ait plus de poissons que nous? Que le Ghana ait plus de poissons que nous? C'est pire que cela. C'est pire que cela. C'est pire que la vision. Au-delà de la vision, une belle coordination de cet espace. Posez-vous la question, où va notre poisson? Où va notre poisson? Parce que du poisson le plus demandé, nous en produisons et plus que tous les autres. Où va notre poisson? Mouton surtout. C'est important de se poser cette... Ce sont des espèces halieutiques. Le thon ne se consomme pas dans le ménage moyen en Guinée. Qui s'en vont dans ces pays. Le poulet importé a aujourd'hui envahi toutes les assiettes justement parce que c'est nettement moins cher au kilogramme que le poisson. En fait, nos eaux ne sont pas assez profondes. Donc les poissons migrent du côté de la Guinée vu la proximité avec le soleil. Dans les autres pays, c'est assez profond avec l'humidité. Donc les poissons cherchent à remonter. Donc les techniciens estiment qu'on a un plateau continental qui favorise le développement. Mais malheureusement, tout le monde vient aujourd'hui pêcher chez nous et envoyer dans les bateaux pirates. C'est là que je voulais terminer. Les bateaux pirates. Pour terminer, si tu permets, Mara, pour terminer, il y a nos propres armateurs qui s'arrangent
ils prennent, ils s'en vont. Et c'est connu et documenté. C'est pas des paroles en l'air. Deuxième chose qui est également connue et documentée, c'est qu'il y a même des bateaux Bissau-Guinéens, ici là, qui viendraient, qui dépasseraient. Et il y a cette réflexion justement sur laquelle je vais revenir prochainement, sur ce qui appartient à la Guinée et ce qui ne nous appartient pas à la mine. Là encore, nous avons fait montre de beaucoup de mollesse qui a fait que ce petit État-là est en train de s'imposer sur un domaine maritime qui aurait dû revenir à la Guinée, mais aujourd'hui, la Guinée-Bissau. Oui, la Guinée-Bissau. Et je reviendrai là-dessus prochainement avec plus de détails justement. Oui, la mine, je te dis que... Moi, je suis pas... En fait, nous, on a joué au naïf pour donner un aperçu de ce qu'il en sera. On a joué au naïf, et comme on a déjà beaucoup, ça, on a cru bon de ne pas faire valoir notre droit là-dessus. Or, les relevés que j'ai vus, ma chère Maf, les relevés que j'ai vus, justement, et qui datent de plusieurs décennies déjà, montrent très clairement qu'il s'agit d'un domaine pour la Guinée. Un domaine maritime guinéen. Un domaine maritime guinéen, mais qui est repris à l'intérieur duquel, aujourd'hui, il y a de la pêche. Ouais. Il y a même eu un conflit qui a été ouvert là-dessus, je reviendrai là-dessus. La médiation internationale a été engagée à un certain moment, avec la proximité, Lansana Conté et Vieira à l'époque. Il y a eu accalmie sur ce dossier-là, mais aujourd'hui, c'est peut-être encore le moment de lever, de soulever ce sujet et voir comment justement on peut faire en sorte que nos eaux profitent davantage à la Guinée et pas d'abord aux autres. Voilà. Tamba Zakari Milimono. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Massacre du 28 septembre. Le procès donc reprend le 10 octobre, il faut le rappeler. Joseph Makambo, 13 ans après, la famille a-t-elle été abandonnée? Nous posons toutes ces questions ce matin chez les GG, mesdames et messieurs. Et des invités qui prendront la parole, entre autres, Maître Pépi Antoine Lama, avocat donc de Dadis Camara, Madame Soirée Lucie Bamba, cousine de Makambo, et Kiamou Bogola Abba, président de FNDT. Eh bien, tous prendront la parole donc dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Vous restez avec nous sur Radio Espace. On revient à 11h, à 10h. Qui nous rejoignez évidemment sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. Mon cher Antoine, on continue le débat avec toi. Et évidemment, le secteur de la pêche. On peut faire toute une émission là-dessus, hein, parce que tu as tellement de réactions des auditeurs ce matin. Des professionnels aussi qui veulent prendre la parole, qui se disent bousculés un petit peu par l'État. Ils ne savent plus quel sens se vouer. Bon, la nébuleuse pêche. Ouais, c'est un monde lourd, la mine. Ouais. La pêche, c'est un secteur hyper sensible, avec parfois des choses qui se passent à l'interne. Lorsqu'on ne vous les dit pas, vous ne croirez pas ce qui est possible dans ce secteur. Bon, j'apprécie bien le travail du ministère des Pêches, qui quand même a initié cette sorte d'inspection dans des bateaux et a fini par rendre public justement d'économie maritime, qui a fini par rendre public ce rapport, qui a épinglé les sociétés de pêche qui sont mises en garde. Je pense que avec le délai qui leur est imparti, ils sont dans l'obligation de se mettre dans les normes s'ils ne veulent pas se voir retirer les licences. Je vois quand même des noms de sociétés de pêche comme Sonit, qui est quand même l'une des plus grandes du pays et qui a duré sur le territoire guinéen. Lorsqu'il y a eu cette histoire de avec les États-Unis, on a été interviewé monsieur Sadi Ali. On a pu faire un entretien avec lui et nous a un peu expliqué comment il s'est établi en Guinée. Il est pratiquement guinéen, ce monsieur. Il parle sous-sous. Et chose parlait tantôt des binationaux, il en fait partie. Et je vois que ce monsieur a quand même, au-delà des pêches, il est dans d'autres domaines d'activité en Guinée. C'est un homme d'affaires qui, pour moi, a quand même réalisé des choses importantes dans le pays, qu'il faut saluer. Mais pour ce qui est de la pêche, il faut que chacun se conforme aux lois guinéennes. Lorsque le contenu local ne peut pas respecter, il serait important que cette société la fasse en sorte de pouvoir les respecter. Pour ce qui est de la surveillance au niveau de nos eaux, il y a un centre national de surveillance de la police des pêches qui est dirigé par un certain Bakary Keïta, on a pu voir ce qu'il a réalisé du côté de Matam. Il a pu construire un nouveau siège à ce niveau-là. On voit qu'il y a des travaux qui sont faits la 9 fois d'acheter avec Guiba. On est allé voir un peu les équipements qu'ils ont. Ils ont de grands écrans à partir desquels le contrôle s'effectue. C'est pourquoi je me demande
qu'est-ce qui coince finalement? Parce que je sais qu'il y a... Est-ce qu'ils ont suffisamment de vedettes, suffisamment... Ils ont des équipements. Non. Ils ont des équipements. En fait, ils ont leur tour de contrôle. Tu connais la superficie de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu même, il y a un GPS à partir duquel ils ont un regard sur tous les bords. Oui. Les grandes gueules. Même au niveau des frontières. Oui, mais les questions qui sont évoquées ici ne peuvent pas être perçues par des machines qui sont installées. Les bateaux éteignent même leurs balises. C'est vrai qu'ils ont des bateaux pirates là. Il y a forcément des difficultés, mais ils nous ont fait part des bases. Ils ont des bases à des grandes gueules. Sur des côtes, par exemple, quand vous allez à Bofa, ils ont des vedettes à Bofa, par exemple, lorsqu'ils constatent qu'il y a une certaine activité illicite dans une zone donnée, c'est la base la plus proche qui se dépêche pour aller voir ce qui ne va pas. Et donc, pour moi, il serait important que le directeur de ce centre-là, à un moment donné, prenne la parole pour nous expliquer un peu les difficultés ou voire même les actions réalisées en vue de pouvoir limiter. Lorsqu'un bateau est arraisonné, c'est autour de $100 000, 500 millions. Sincèrement, il nous a fait part de quelques actions réalisées sur le terrain. Alors ça vaut le coup de venir pêcher. Il y a aussi la préfecture maritime qui a aussi ce travail de police à faire dans nos eaux. Je pense qu'il y a des instruments comme ça qui sont créés, mais parfois c'est les moyens qui leur manquent. Parfois l'État crée ces structures-là. On se rappelle qu'avec la préfecture maritime, à un moment donné, je me rappelle avec Moussa Moïse, parfois, on voyait qu'il y avait des attaques en mer, où parfois on a du mal à intervenir parce que les structures censées assurer ce contrôle ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens appropriés. Donc il serait bien que l'État fasse en sorte de les équiper afin qu'ils puissent bien agir. Pour clore la mine, on l'a dit, au niveau des pêches, c'est un secteur hyper important. La manne financière que les pêches engrangent en Guinée, c'est assez colossal. Sauf que il n'y a pas trop de clarté. Les grandes gueules. Ça fait que souvent on a des soucis sur la visibilité du travail qui est fait à l'interne. C'est important que la ministre qui parle peu. Oui, elle parle peu. Je me souviens. As-tu déjà vu un ministre de la pêche bavard? Il faut connaître un facteur aussi. Ne pas trop parler, c'est pas un défaut. C'est qu'on la reproche d'ailleurs aujourd'hui, on parle de l'inexpérience de sa part dans le secteur. Et ça, même au niveau du sommet, aujourd'hui, on se pose assez de questions sur le casting. Personne n'est né avec l'expérience sur le casting. Maintenant, après, moi, parce qu'il parle du Centre national de surveillance et de la police des pêches, quand même, il faut reconnaître une chose. Cette année, ça a beaucoup baissé, la pêche illicite. Et il y a eu beaucoup de fonds qui ont été engrangés à ce niveau. Je pense que certainement, on pourra avoir le directeur de ce centre dans cette émission. Beaucoup ont été saisis. Maintenant, le problème qu'il relate aujourd'hui, c'est les vedettes. Parce que notre superficie, c'est 200 000 nautiques. Et les 200 000 nautiques, pour pouvoir cadrer tout cela, ça demande aussi assez de moyens. Mais en termes de recettes, il y a eu beaucoup de mobilisation. Et ça ressort même dans les dépenses publiques. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, donc c'est un peu ce que je disais. Ce serait important que nous voyons clair dans ce qui se passe. Il y a des sociétés de pêche en Guinée qui sont pilotées par des Guinéens. Je pense à Kourouma Pêche, par exemple, qui est... Oui, on nous apprend que... Antoine, mais quand même quoi. Mais Kourouma Pêche... Non, mais tu peux quand même t'en passer. Mais oui, je ne sais pas du contraire. Mais il a parlé de Je ne le connais même pas. Kourouma Pêche, c'est un Guinéen qui collabore avec des Chinois. Bien. Il est connu dans le milieu. Oui. Et c'est quelqu'un qui... Oui, Antoine Kourouma. Oui, on a entendu. Et puis c'est quelqu'un qui facilite l'accès aux poissons, aux femmes mariées. Merci. Merci. Pas ma publicité. Ça commence à le faire. Notre vocation n'est pas que de critiquer. Lorsque c'est bon, disons que c'est bon. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Ce monsieur, j'ai été témoin de cela. Il y a eu des manifestations. C'est pour la pub. La mine, calmez-vous. Kourouma Pêche existe. Et ce Kourouma Pêche-là agit dans le sens de faire accéder les femmes facilement. J'ai été témoin d'une scène récemment. Il y a eu une manifestation de mariés. C'est sûr que c'est pas du Congo que Kourouma Pêche à moi. Il y a eu à un moment donné des manifestations de femmes marieuses par rapport au coût élevé des cartons de poissons. C'est ce monsieur-là à un moment donné qui s'est proposé, qui a à un moment donné, au regard du coût moins élevé de ces poissons, les femmes se sont orientées vers lui
il a beaucoup aidé ces femmes à avoir. Moi, je n'ai pas de poisson avec lui, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour dire que j'ai été témoin de cela. Ça s'est passé sous mes yeux. Je rends ce témoignage parce que c'est une réalité des Guinéens qu'il faut encourager, et celui-ci, je l'encourage. Voilà, Antoine Kourouma, il faut le rappeler. Allez-y. Alors, c'est vrai que c'est un domaine très vaste. On prendrait chaque petit secteur, on aurait 1000 choses à dire sur ça. Mais moi, je veux rester sur ce dont Jacques parlait, de ces sociétés qui emploient des Guinéens et dans des conditions qu'il a énumérées. Pour moi, c'est carrément de l'exploitation. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est à peu près dans tous les secteurs. Parce que lorsqu'on vient, on obtient un agrément pour créer une entreprise, pour ouvrir une société, il y a des préalables. Il y a, je ne sais pas, des fois je me pose la question, est-ce qu'on mesure, ou souvent ceux qui nous gèrent, mesurent leur importance, mesurent ce qu'ils représentent pour la nation. Vous allez dans tous les pays, parce que comme on le dit, on fait des élections pour ne pas que tout le monde ait à gérer. Avec les élections, on prend d'abord quelqu'un qui s'entoure d'autres personnes dans l'espoir d'apporter quelque chose au pays. Donc, on leur donne la destinée, notre destinée, pour qu'ils choisissent, pour qu'ils fassent de bons choix. Donc, c'est à ces personnes, à partir des services publics, de mettre en place un mécanisme pour que les Guinéens puissent vivre bien. C'est dans nos pays qu'on peut avoir un emploi et être comme un chômeur. Vous sortez de chez vous, vous travaillez tous les jours, mais vous n'êtes même pas en mesure de travailler, de trouver le transport. Et ça, c'est dangereux. C'est pour dire que il ne s'agit plus d'avoir un emploi, il s'agit d'avoir un emploi qui vous sorte de certains besoins primaires. Vous avez des entreprises, vous créez une telle société, vous employez des Guinéens, ou n'importe quelle nationalité, vous ne mettez pas en place des conditions pour que ces personnes travaillent dignement et que ces personnes gagnent leur vie dignement. Pendant ce temps, vous gagnez beaucoup plus de l'argent. Ce travail de contrôle revient à l'État. Mais l'État ne joue pas son rôle parce que ceux sur qui nous comptons, parce que quand on dit l'État, souvent, les gens voient la présidence, ils voient le Premier ministre, mais il y a les services techniques qui doivent contrôler permanemment, mais qui ne contrôlent pas, ou pire, lorsque ces services en contrôlent, au contraire, tu en parlais tout à l'heure, au lieu de contrôler, remonter l'information pour qu'il y ait une amélioration, on trouve du pain béni pour se faire de l'argent. On trouve par exemple que on va en contrôle, on trouve que quelqu'un qui a une licence se fait des milliards. Lorsque cette personne ne fait pas son travail, au lieu de venir et de faire le rapport pour qu'on mette cette personne sur le droit chemin, non, on cherche sa licence, on devient aussi un patron. Donc un business qui va comme ça, on ne peut compter sur personne pour réguler. On parle des Guinéens. Aujourd'hui, allez au port. Les jeunes qui sont là-bas, des Guinéens, ce sont des gens qui viennent quand vous achetez le poisson, qui vous demandent, donnez-moi, je vais porter sur ma tête, je vais amener dans votre véhicule. Ils servent à cela. Des années durant, on n'a pas pu mettre en place un mécanisme pour que le Guinéen puisse être patron au niveau du port. En fait, c'est des boulots minables on a. On parle de ces sociétés, on parle de transfert de compétences. Mais est-ce que ceci est respecté? Les étrangers qui viennent, ils sont maîtres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils travaillent, ils ramassent de l'argent. Ils ont des complices dans l'administration. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils peuvent rester 1000 ans. Ça n'inquiétera personne. C'est pourquoi moi, ce dont je me préoccupe aujourd'hui, c'est ce regard que l'État a vis-à-vis des Guinéens. On peut être, je ne sais pas, on peut avoir 2 nationalités, mais on est venu de quelque part. Aujourd'hui, moi, je peux avoir la nationalité française, mais je ne serai jamais en France comme je suis en Guinée. Il faut que d'abord, ce soit l'État guinéen qui me protège ici. Je peux avoir des possibilités dans un autre pays, mais je ne serai jamais comme un natif de là-bas. Et ces pays-là, on n'a pas à en avoir honte. Aujourd'hui, tout le monde se déplace. Si j'ai des business aujourd'hui aux États-Unis, ben, j'irai aux États-Unis. Mais il faut que les Américains sachent qu'il y a un État qui les protège. Parce que moi, je viens pour mes affaires. Si on perd cela de vue... Ces binationaux, très souvent, font mieux que les 10... On n'est pas là d'abord. Moi, je parle d'abord du rôle de l'État. C'est la vérité. Je ne suis pas... On veut en parler. On donne aux nationaux. C'est ce que je dis. Antoine, ils gagnent de l'argent, ils vont investir ailleurs. Vous le savez. Là n'est pas le problème. On te parle d'un État. En fait, le business, c'est le business. Si on s'en tient à ça, le capitalisme qu'on vend tout le temps, on laissera chacun faire ce qu'il veut. Mais après, il y a ce qu'on appelle une nation. Il y a ce qu'on appelle des Guinéens qui ont besoin de pouvoir compter sur un État. Vous allez au niveau du port aujourd'hui, les Guinéens n'ont pas d'entreprise, ou même quand ils ont des entreprises, prenez des jeunes là-bas, qui naissent là-bas, qui grandissent et qui meurent là-bas.
il y a des vieux qui sont dans la pêche depuis des années. Mais qu'est-ce qu'ils ont finalement? Ce sont encore des gens qui meurent, ne pouvant même pas se soigner. Comment ça se fait? En fait, tout à l'heure, je parlais de vision parce que moi, je me dis que quand on a des secteurs comme ça, c'est comme l'agriculture. Vous allez ailleurs, vous verrez des familles qui sont dans la ferme, qui sont dans l'agriculture. Et c'est de génération en génération. Montrez-moi une famille ici. Et ces familles-là, c'est pas parce qu'ils sont des plus... ces membres-là, c'est pas parce qu'ils sont les plus compétents, c'est parce que quelque part, il y a une vision derrière. Il y a un accompagnement derrière, on soutient quelque chose et on permet à ces entreprises, ces familles de tenir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. D'abord, il n'y a pas cette vision du côté peut-être des particuliers, des Guinéens, parce qu'on se dirait non, je préfère continuer à faire ce petit travail, je n'ai pas envie d'avoir des entreprises. Ces étrangers qui viennent, c'est parce qu'ils ont vu l'expérience chez eux. Et chez nous, ce qu'il y a, c'est comme un espace qui n'est pas encore exploité. Donc, ils viennent avec leur idée. On les accepte, mais avec tout ça, ce qu'il faut vendre, c'est aussi que des Guinéens, plus tard, se retrouvent à la tête des entreprises. Mais on va passer, c'est pas 2 siècles dans ça, 3 siècles dans ça, ce sont les autres qui seront patrons. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que quand on parle de pauvreté, ce n'est pas forcément voir des immeubles un peu partout, c'est de voir aussi des Guinéens qui ont de quoi s'offrir à manger, qui ont de quoi s'offrir pour se soigner. Mais ça n'existe pas. Ouais. Et l'autre point sur lequel je veux terminer rapidement, c'est quand même quand on parle du poisson dans nos assiettes, il y a une réalité, moi, qui m'a choqué personnellement. Quand vous allez au port, lorsque ceux qui font la pêche, ils quittent la mer, on vend le poisson aux femmes, par exemple. Ces femmes-là, en fait, c'est une catégorie de femmes qui récupèrent avec les hommes. Souvent, on vous dit que vous êtes chanceux quand vous tombez sur ces hommes, parce que le prix est abordable, normalement. Mais lorsque ces femmes prennent avec les hommes, elles viennent, elles s'asseyent, elles vendent avec d'autres femmes. Donc, au fur et à mesure que ça passe, le prix augmente. Et lorsque ces femmes-là, cette autre catégorie prend, elle va au marché. Et justement, elle a aussi ses intérêts. Et là, c'est pas l'État. C'est en quelque sorte quand même la cupidité, on dirait qu'on veut... C'est pas du commerce, on veut dire. C'est du commerce. Non, là, je comprends, mais même dans le business, il faut faire attention. Parce qu'après, c'est bien beau de crier tout le temps. L'État, il y a des bénéfices. Moi, je suis... Non, ce capitalisme aveugle là, moi, je suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, l'ami. Moi, je me dis qu'on ne peut pas pleurer tous les matins et être la source de cela. Moi, je peux bien comprendre, vous voulez des bénéfices, mais après, il faut s'arranger, il faut trouver un moyen. Il faut qu'on évite Fanniwa Souma de Boulbinet. Il va parler, il va vous dire, il va dire quoi? Il va dire qu'il souffre. Il va dire qu'il faut que l'État vienne. Mais l'État ne vient pas. Et même quand l'État vient, c'est difficile de trouver des solutions parce que même ceux qui sont à l'intérieur, il y a un réel problème. En fait, notre problème, c'est nous, c'est pas les autres. Tout ce que les autres font, c'est de trouver un terrain fertile. Ces femmes-là qui veulent faire des... Je ne leur en veux pas. Je suis pour l'organisation, mais je suis aussi pour la raison. Je pense à cette dame, Mangué 15 ans, du côté de Boulbinet. Je la connais très bien. Et tout ça. Et ce sont des femmes qu'on écoute permanemment en train de dire il faut que l'État nous aide. Mais après, lorsque vous-même dans votre commerce, vous en faites trop, ça devient dangereux. Allez au marché aujourd'hui, vous avez 20 000, vous avez 30 000 et Dieu sait combien de familles en ont que 30 000 pour tout. Vous allez... Mais c'est un réel problème. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Il va pas au marché. Du tout. C'est ça. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Je prends même des caviars, quoi, pour vous dire. Parce que tu penses que ça nous étonne. Non, mais comment tu prends caviar, c'est pas une info. On sait. Tu prends caviar. On est au courant. C'est un clin d'œil à Diawara qui va arriver ici tout à l'heure. C'est juste un clin d'œil. Pour terminer rapidement sur ces sociétés dont Jacques parlait. Aujourd'hui, quand les entreprises, on a des entreprises, on cherche ce qu'on appelle une certification. Une certification qui nous permettrait de pouvoir exercer dans d'autres pays, qui prouverait aux autres qui veulent collaborer avec nous que vous êtes un entrepreneur modèle et que vous répondez à tous les critères, que dans votre entreprise, vous respectez toutes les normes. Mais comment ces entreprises peuvent s'inquiéter de cela lorsque dans un seul pays, elles gagnent ce dont elles ont besoin? C'est ça le problème et c'est à l'État, pour moi, tout tourne autour de l'État. C'est à l'État de se dire, j'ai des citoyens, il faut que partout j'ai mon regard pour que les Guinéens puissent bénéficier, mais c'est pas fait. Tant pis pour les business, et c'est ce qui se passe, tout le monde est businessman. C'est sur qui nous devons compter, c'est compliqué. C'est pas possible. Toi, si on te goûte à Boulbinet ce matin, on va te maudire. Ah, je vais aller encore là-bas bientôt. Je veux des poissons. Il faut que tu ailles voir Mangué 15 ans. Allez-y, mon cher. Très rapidement, moi je suis quand même... Il y a cette question de la cherté du poisson, en fait des produits halieutiques de manière générale, qui me choque quand même sur les marchés guinéens. Très honnêtement. Nous ne pouvons pas avoir 200 km de côte
et puis que le poisson soit si cher en Guinée. Je ne le comprends pas. Tout à l'heure, là où je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu dis que c'est du business, en fait, tout dépend de ce qu'on fait en amont. Je pense qu'il y a une nébuleuse qui contrôle strictement les quantités de poissons. Parce que, attention, c'est d'abord là, au niveau des quantités. C'est vrai que la législation guinéenne prévoit un quota que chaque bateau de pêche doit reverser sur le marché intérieur. Mais qui contrôle les quantités de poissons déjà pêchés? C'est ça le problème. Je ne pense pas qu'on ait suffisamment de moyens pour contrôler cela. Donc on va généralement avec la bonne foi des sociétés de pêche qui déclarent ce qu'elles ont envie de déclarer. Mais à partir du moment où les quantités déversées sur le marché ne sont pas suffisantes, c'est un problème. Tu as des préfectures en Guinée aujourd'hui où le poisson arrive une fois par semaine. Oui, j'en connais. Ça arrive une fois par semaine et tu as plein de préfectures où il n'y a pas un seul frigo. Alors, quand il n'y a pas de frigo, ça devient difficile d'approvisionner et de stocker le poisson dans ces... Alors, vous imaginez si déjà à Conakry, c'est compliqué. Vous imaginez comment ça va se passer à Mali, comment ça va se passer, plus vous avancez, comment ça va se passer à Tougué, à Sigiri et autres. Ça, c'est un problème. Donc, je pense qu'au niveau des quantités, il va falloir que l'État fasse des efforts. D'ailleurs, il y a des niveaux, à mon avis, des tailles d'entreprises de pêche qu'il faudra réserver uniquement au marché local. Tout simplement, au moins pour pouvoir participer. Parce que la santé se trouve d'abord dans nos assiettes. Les mêmes Chinois disent que l'homme creuse sa tombe avec sa dent. Ça veut tout dire. Alors, je vais terminer en soulevant ces deux choses. L'accès des Guinéens à ce domaine. Moi, je l'ai essayé à un moment donné. Lamine, aujourd'hui, tu veux avoir du poisson à envoyer à l'intérieur du pays. Laisse-moi te dire que le plus gros problème auquel tu vas être confronté, tu sais c'est quoi? C'est l'approvisionnement. Tu n'as pas où aller trouver le poisson. C'est d'abord ça. Ça veut dire, en fait, c'est tellement... On dirait une mafia. Il y a des gens qui tiennent ce domaine. Vous ne pouvez pas y entrer. Vous n'avez pas accès aux poissons. Donc, il y a déjà des problèmes. À partir du moment où vous avez dit libéralisme, ce n'est même pas du libéralisme. À partir du moment où les gens n'y ont pas accès si facilement. Mais pour terminer, l'AGIP. Je reviens là-dessus. L'AGIP devrait se faire entendre en ce qui concerne la situation de ces travailleurs, mais aussi la caisse de sécurité sociale et le ministère du Travail. Bon sang, il y a de l'argent à aller prendre sur ces entreprises. Elles nous volent les produits, elles les exportent. En termes de fiscalité, on perd. En termes de sécurité sociale, on perd. Les travailleurs, généralement, n'ont même pas longue vie parce que après, les gens vont devoir travailler jusqu'à quel âge? Bon sang, réveillez-vous et faites votre job. Mohamed Mara, vous êtes chez les GG.